Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, le rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Élection, piège à com', c'est notre sujet opinion du soir avec la journaliste Anne Chabanon et le sondeur Jérôme Paul, suivi du décryptage par le prisme de la culture avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. À mes côtés ce soir, Anne Chabanon, journaliste Corse Matin, et Jérôme Paul, sondeur opinion of Corsica. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. J'ai vu, il y a eu un noir. On a un problème de générique. Hein. Il y a un bêtisier comme ça, t'as un mec, un noir qui parle, et il est un vrai noir, il y a un noir à l'antenne. Tu l'as jamais vu ce bêtisier? Il est énorme. Mais c'est ce qu'on a eu en fait. Excusez-nous, nous avons un noir à l'antenne, et le mec est black. Heureusement qu'on en a qu'une. Hein. T'es con. T'es vraiment con. Ah putain. Il est génial ce truc. Moi j'adore les Cette bêtisiers. séquence. Ah ouais, cette séquence, elle est exceptionnelle. C'est ce qui est le plus regardé à Noël, je crois, les bêtisiers. Excusez-nous, nous avons un noir à l'antenne. Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, le rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Élection, piège à com', c'est notre sujet opinion du soir avec la journaliste Anne Chabanon et le sondeur Jérôme Paul, suivi du décryptage quand le cinéma et la BD interrogent la politique avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. À mes côtés ce soir, Anne Chabanon, journaliste pour Corse Matin, et Jérôme Paoli, sondeur pour Opinion Way of Corsica, Opinion of Corsica. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Notre intitulé du soir s'inspire d'un article de Jean-Paul Sartre, Élection, piège à con, publié dans la revue Les Temps modernes en janvier 1973, avec cette idée de la substitution du pouvoir légal au pouvoir légitime. Alors aujourd'hui, le pouvoir légal, j'entends pas pouvoir légal, Anne, parce que je vous vois venir avant même de commencer, la gouvernance n'est-il pas remplacée par la maîtrise de la communication, peut-être même excessive? Alors moi je vous répondrai juste par un mot très cru qui est bordel. Pourquoi bordel? Parce que c'est l'actualité qui fait le buzz depuis 2 jours. C'est le bordel d'Emmanuel Macron il y a 2 jours en Corrèze. Ouais, il y a quelques jours. Mercredi, lors de son déplacement en Corrèze, et qui effectivement, on va y revenir, fait le buzz et qui va nous donner matière à parler de ça. Auparavant, juste pour les téléspectateurs, élection piège à con, c'est l'expression de Sartre. Ouais. C'est ce qui est employé sur les barricades en mai 68, c'est le slogan. Et c'est une expression qui est restée très à la mode. Jean Salem, qui est un philosophe, en a fait un bouquin. Très intéressant parce que ça va nous amener aussi au sujet. Que reste-t-il de la démocratie? C'est le sous-titre de élection piège à con. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce cirque électoral
qu'il y a autour de la communication politique, où il dit finalement que le cirque électoral fait en sorte qu'il y a un manque de crédibilité de la parole publique. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Alors pour revenir à Bordel, à Emmanuel Macron et à tout ça, on se souvient de Sarkozy quand il avait dit... va te faire foutre sale con, casse-toi ou casse-toi pauvre con, voilà. Effectivement, la parole aujourd'hui, elle est au centre de tout. Les deux premières conséquences, c'est qu'il y a un sondage, puisqu'on a un sondeur sur le plateau, sondage Harris, je crois, qui est paru, et si Le concurrent de notre sondeur. le concurrent, de c'est bien pour ça que je vais là-dedans tout de suite, et qui dit que 6 Français sur 10 ont été choqués par le mot bordel. Ouais. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on dit, ah oui, Emmanuel Macron fait encore preuve de mépris de classe. Il y avait eu, c'est un récidiviste, hein, il y avait eu fainéant, etc., etc. Alors pour répondre à la question, oui, bien sûr que la parole, c'est une évidence, on la côtoie tous les jours. Un homme politique, il a besoin de parler, il met en valeur ses idées, ses propres valeurs justement, mais ça, c'est la partie, on va dire, noble des choses. Derrière, il y a aussi dans la communication politique un aspect très superfétatoire, très schizophrénique et très décalé qui fait qu'à un moment donné, on a la tentation, parce que c'est le but, de se faire élire. Et pour ça, on peut vite tomber dans le dérapage. C'est ce qu'on a vécu avec l'histoire Fillon. Le Canard enchaîné sort une affaire. Fillon est sur le mode probité, transparence. La pelote, la communication s'arrête. Et c'est la bisse. C'est le cirque de la communication politique en lieu et place des grandes idées du CAP, de la politique en tant que stratégie. Enfin, il faut revenir un peu. La communication politique, elle existe depuis très longtemps. depuis la Le nuit des meilleur temps, communicant en communication politique, pour moi, c'était De Gaulle, qui faisait, avec une parole prise de temps en temps et très bien gérée, des conférences de presse extraordinaires qui sont encore rediffusées, parce que c'est des modèles de communication. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la société a changé et que les canaux de diffusion aussi évoluent et qu'il y a beaucoup plus de canaux de diffusion qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc aujourd'hui, on utilise Twitter, on utilise Facebook, on utilise la télévision, les chaînes info, etc. Donc il y a une multiplicité de canaux pour diffuser la parole. La communication, donc à partir de là, les hommes politiques, ils vont sur tous les canaux pour faire... Parce que quand on fait de la politique, le faire c'est bien, mais il faut le faire savoir. Parce que, comme tu disais, il y a des élections, et si on ne fait pas savoir ça, un homme politique qui ne communiquerait pas aujourd'hui n'a aucune chance d'être élu. Alors, excusez-moi, pardon, mais c'est pour revenir aussi à l'élection Pia-Jacob. On a vécu une année électorale extrêmement dense. On va vivre une autre période qui va s'ouvrir dans quelques mois. Quand on évoque la communication élection, je reviens à l'intitulé, il est important, élection Pia-Jacob. Est-ce que vous avez le sentiment, et le sondeur, le communicant face à la parole journalistique, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la communication a pris le pas sur les idées politiques, le désir d'avoir un cap véritablement? Est-ce que vous le sentez, vous Pardon. Mais je t'en prie. Mais ça se pose même plus comme ça. Aujourd'hui, la problématique qu'on a au niveau des hommes politiques, à mon avis, c'est qu'il n'y a plus d'idéologie. On ne vend plus d'idéologie. Donc après, on communique sur des choses, mais c'est le fond, il existe plus. Et les programmes, si on prend les programmes présidentiels, c'était quoi, des programmes de Bercy? C'est un qui disait je vais faire le revenu universel, l'autre qui disait on va rentrer dans les 3%. C'est pas une philosophie. Alors, est-ce que c'est le cas aussi en Corse? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a un discours qui peut porter des idées, mais il y a des frontières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure, il y a des dérives possibles et très vite. Pour peu qu'à un moment donné, la forme prenne le pas sur le fond, on peut glisser extrêmement rapidement. Il y a un film que je ne sais pas si vous avez dû voir tous les deux, qui est Le discours d'un roi. Oui. Il est magnifique. Qui est un, pour les C'est un téléspectateurs. chef-d'œuvre. Ruez-vous si vous ne l'avez pas vu. C'est magnifique. Donc, très rapidement, le pitch, l'Angleterre, les années 30, fin des années 30. Georges V meurt, l'aîné monte, il abdique, le cadet, qui va être Georges VI, arrive. Il a un bégaiement qui ne lui permet... Ils font appel à quelqu'un pour un orthophoniste australien qui a des méthodes hallucinantes. On entend le roi hurler dans le palais. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour à la fin passer à la radio et dire que l'Angleterre rentre en guerre contre l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est dans le sujet, c'est-à-dire qu'on a une idée qui doit être donnée au micro, sauf que la parole ne peut pas porter l'idée. Mais à l'époque, on prend le temps de réhabiliter, de restaurer une parole, celle d'un bègue en l'occurrence, pour arriver jusqu'à l'idée. Aujourd'hui, pour reprendre ce que tu disais, on a une parole qui, à force de passer par les réseaux sociaux et tout un tas de supports, finit par, en bout de course, être très appauvrie finalement. Démonétiser la parole politique. Tout à fait.
La classe politique est aussi appauvrie parce que en communication Mais le monde dans est appauvri. Mais clairement, mais en communication ou dans le marketing, ce qu'on dit, la phrase initiale, c'est on ne vend pas un produit qu'on n'a pas dans le magasin. S'il y avait un fonds initial, peut-être que la communication, même si elle est démultipliée par des réseaux, etc., elle serait plus forte. Aujourd'hui, le problème, c'est que la classe politique nationale, d'ailleurs, il suffit de voir le désintérêt et l'abstention qu'il y a aux élections, il n'est pas anodin, c'est que peut-être qu'ils ne portent pas une vraie idéologie et que c'est ça la problématique de fond. Alors, et c'est là où on revient sur élection, piège à com. C'est qu'il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de fond. Alors, pas de fond, pas de projet pour la classe politique nationale, mais évidemment, vous me voyez venir, la classe politique corse, insulaire, on ne peut pas dire qu'en tout cas, il n'y a pas de projet. Il y a clairement, là, aujourd'hui, quand vous avez les nationalistes qui partent unis, on va l'évoquer cela avec Anne. Hein, il y a eu une belle saga durant tout l'été, mise en scène également, peut-être par la politique, mais très bien décryptée par Est-ce France qu'il y a un projet de Matin, société notamment. sur la Corse, par exemple? Mais est-ce qu'il n'y a pas Est-ce au-dessus qu'il y a un projet de société qui est, j'allais dire, qui est vendu, puisqu'on est un en ou des communication, projets, mais un ou des projets de société, parce que chacun en a un, finalement. on a des prises de parole qui sont sur des revendications politiques. Mais est-ce que c'est quoi la Corse de 2020? On va où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, moi, un homme politique qui te dit, la Corse, moi, homme politique, je vais la porter, et voilà, dans 20 ans, Oui, ça mais, sera ça. On n'a pas ce projet de politique. Tu évoquais De Gaulle tout à l'heure, c'est Oui. ça Pasqua disait aussi les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui, quelque part, il y a de ça. Est-ce que l'électeur est vraiment dupe de cela? Est-ce que finalement, dans la com, il va chercher des idées, un discours, une scénarisation, un feuilleton? Mais ça devrait être le fond de l'histoire, parce que la communication, elle doit être au service de quelque chose, d'une action politique, et qui doit être après revalorisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça, la problématique de fond. C'est pas forcément le cas à l'arrivée, mais je pense que parmi tous les hommes politiques, certains, et notamment, je dirais, les plus petits, on en parlera peut-être à la fin, mais eux savent très bien qu'à un moment donné, comme ils ont moins de temps, moins d'argent, etc., ils ont tout intérêt à faire de cette parole quelque chose de précieux par rapport aux appareils qui sont plus dans le dans la pléthore, dans la machine de guerre, dans la déperdition de la parole surtout. Alors, on va évoquer la scénarisation parce que vous l'avez un petit peu vous-même évoqué, la scénarisation de la vie politique, de la vie publique, notamment en Corse, avec ce que nous avons appelé la saga de l'été, mise en scène par Corse Matin. On va voir quelques-unes de Corse Matin durant cet été, jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'Union des nationalistes en vue des élections territoriales. Anne, évidemment, vous étiez au cœur de tout cela, vous suivez la politique pour Corse Matin, vous avez été à l'origine de nombreux articles dont nous voyons les unes actuellement à l'écran. Est-ce que le travail journalistique est différent, plus difficile, ou en tout cas mérite encore plus de décryptage avec aujourd'hui les nationalistes à l'Assemblée de Corse? Oui, dans la mesure où, d'abord, ce mot a été entendu X fois, c'était une victoire historique en décembre 2015. Alors oui, de ce point de vue-là, oui, parce qu'on a moins de cotes finalement, puisqu'ils arrivent, ils s'installent, ils font des choses. Après, sur la scénarisation, sur le phénomène de saga, de série, non, c'est la même chose. C'est la même chose parce que quelque part, c'est un peu notre rôle et notre job, et aussi il y a une attente de l'autre côté. Mais là encore, il n'y a pas des électeurs bêtes. Il y a des gens qui vont suivre la série. Mais comme tu le disais, on est dans un monde de technologie. Il y a du replay, il y a du podcast. On peut revenir, on a loupé un épisode, on y revient. Et en même temps, je pense que ça permet aussi à l'électeur, à un moment donné, de pouvoir se faire sa propre idée sur les idées et d'avoir un décryptage. Qu'est-ce qu'on propose, nous? On propose des coulisses. On propose des indiscrétions, ce qu'on appelle les indiscrets politiques. Le lecteur, l'observateur qui lit ça, peut aussi, quand il arrive dans l'isoloir, se dire « Ah ben, moi j'ai entendu parler de ça, ça va influer sur quelque chose. » Ou moi, ça lui permet un vrai décryptage et personnel pour le coup-là. Alors, mais si l'on reste, si vous le voulez bien, et sur ce décryptage, c'est intéressant ce que vous nous dites, la façon dont on travaille un journaliste, dont vous travaillez, vous, Anne, clairement. On a vu quelques-unes, je le répète, à l'écran, sur cette union, durant tout l'été, union scellée. Vous l'aviez annoncé d'ailleurs, que je vous sois clair. Alors, on était dans les coulisses pour pouvoir l'annoncer avant. On On était dans les indiscrétions avant l'annonce officielle, le 29 septembre, le lendemain, enfin le deuxième jour de l'Assemblée de Mais Corse, est-ce que d'ailleurs. vous y pensez à la saga, aux épisodes? Est-ce que vous pensez que vous sentez que ça va faire quelques épisodes et vous vous dites on va mettre en scène? Le terme est lâché. Je sais que quand on parle de journalisme, la mise en scène, c'est un petit peu terrible à coller l'expression au journalisme, mais est-ce que vous y songez? Moi je pense qu'il faut le revendiquer ça. Il faut le revendiquer ça. Et puis, alors on n'y pense pas parce que c'est un effet mécanique. Ok. Forcément.
tout le monde sait, dans la rue, au bar, aux terrasses, au marché, sur le marché, tout le monde parle de ça. Et donc la scénarisation, finalement, elle est un peu consensuelle, elle est un peu voulue par tout le monde. Il n'y a pas une prise de risque d'un côté et pas de l'autre. Mais même ça n'est pas non plus unilatéral. C'est-à-dire que C'est ça. toi, tu relates des informations, C'est bilatéral, c'est des mais deux à un côtés, moment donné, c'est il y ça. a la classe politique qui fait de la communication et qui te crée l'histoire aussi. Et tout l'exercice du journaliste, c'est de ne pas se faire piéger par les stratégies de communication des hommes politiques et de faire son travail qui consiste à retranscrire la réalité, puisqu'effectivement, il y a eu une vraie discussion, union, pas union, Angéline au milieu, pas au milieu. Mais il y a ça, des fausses annonces aussi mais- qui est partagée. mais à un moment voilà. donné, il y a un pilotage qui ne se fait pas uniquement par le journaliste. Quand tu dis, est-ce qu'on fait on dit on va faire une saga, une série, elle est aussi orchestrée à un moment donné. Et Et oui, le c'est truc, ce c'est de qu'on ne dit, pas c'est se faire ça. piéger. Le C'est boulot, ça. le C'est ça. vrai job du journaliste, c'est ça. Et c'est de trouver un équilibre entre les deux et faire que les communicants puissent communiquer et les journalistes puissent faire leur travail. Vous avez déjà piégé Anne? C'est le Enfin, cœur. Non, je suis... Possible. Trop difficile. Trop difficile. On va rester en démocratie. Mais juste avant de passer aux 40 secondes de l'émission, première fois pour Anne, les 40 secondes de l'émission, si l'on reste sur cette idée aussi de mise en scène, on a évoqué les nationalistes, l'incarnation du pouvoir, la scénarisation par le journalisme. Je voudrais... La scénographie aussi. Hein. Oui, beaucoup de scénographie. Eh ben, justement, aussi. en parlant de scénographie, Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine, écrit dans Le Monde il y a quelques semaines, il y a chez Macron une référence implicite au mythe de l'homme providentiel. Alors, au-delà de Macron, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, au XXIe siècle, instantanéité de l'information, réseaux sociaux, travail des journalistes de plus en plus difficile, il faut bien le dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un besoin d'incarnation totale de la fonction, qu'elle soit présidentielle, mais avant tout de la fonction politique? Pour moi, pas du tout. Pour moi, ça n'existe pas. Femme, je vais pas être la femme en premier, femme ou homme providentiel, ça n'existe pas parce que finalement, on n'a pas besoin d'en arriver là. Les politiques sont suffisamment remplis d'ego et suffisamment narcissiques pour se créer tout seul le statut d'homme ou de femme providentielle. Bon, ça c'est sûr. Et après aussi, je pense que plus personne n'y croit vraiment aujourd'hui. Que la providence, c'est quoi? C'est arriver à point nommé face à une situation. Aujourd'hui, la politique, c'est pas une situation, c'est une manière d'être, de faire. Donc c'est évolutif. On n'est pas dans une crise majeure. Un homme providentiel, comme De Gaulle à un moment donné, il arrive quand il y a une crise qui est vraiment majeure. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, c'est ce que tu dis. Donc on a des hommes qui incarnent des fonctions ou pas. Mais l'homme providentiel, on n'en a pas besoin. En fait. Non, sauf pour changer un pneu sur la route, quoi, quand on est une femme, c'est minuit. Mais sinon, voilà, moi, c'est ça l'homme providentiel pour moi. C'est pas Macron. plutôt ça. C'est pas voilà. 40 secondes. Bon, c'est très difficile après ce que vient de dire Anne de s'enchaîner. 40 secondes pour donner vos arguments, résumer votre pensée. Élection, piège à com. Alors je le répète, c'est une expression d'Alain Garrigou. C'est avec vous que je commence. Jérôme. Ouais. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit en début d'émission, c'est que un homme politique aujourd'hui qui ne communiquerait pas ne peut pas gagner une élection. Il y a un besoin de faire savoir, de faire connaître et ses idées et après son travail quand on fait de la politique. Maintenant, la communication, elle a pris le dessus. Et elle le prend assez régulièrement. Celui qui avait un peu instauré ça de façon exponentielle, ça a été Sarkozy, qui, sur sa première campagne électorale, a gagné parce qu'il a vendu son programme et son projet politique. Après, il faut quand même pas oublier que les électeurs, je vais parler un peu trivialement, ont un cerveau. Et que les fondamentaux qu'ils peuvent ressentir, ils les conservent. Et c'est pas parce qu'il y a de la communication on passe pas de gauche à droite. Les fondamentaux qu'on peut avoir en termes d'idéologie politique persistent. Et on vote avec son âme et conscience. 40 secondes, Anne. Je rebondis sur les cerveaux. Élection piège à con. Si les électeurs sont des cons, le roi des cons, c'est celui qui est élu. Ça, on bâche là-dessus. Ensuite, élection piège à com. Oui, si on maîtrise pas son discours de campagne, qu'on laisse encore une fois la forme l'emporter sur le fond. Moi, je vais m'intéresser à Poutou. Élection présidentielle, sur le plateau, il fait le buzz. Il a une expression immunité ouvrière. À un moment donné. Et on oublie tout le reste. On parle des gens qui se présentent pas. Non, peu importe. En tout cas, c'est le type qui fait le buzz et qui a compris qu'il fallait le faire parce que sa parole est précieuse, parce qu'il ne va pas atteindre cette barre fatidique où il sera remboursé. Et donc, lui, il engage des ronds dans la campagne. Voilà. Et là, il a tout compris. Même s'il n'est pas élu.
Calendrier électoral dense en 2017, nous l'avons dit. Omniprésence de la communication politique, émergence de nouveaux leaders, de nouvelles idées, pas si sûr. Et si le cinéma et la BD nous donnaient des clés, c'est notre décryptage culture. Nous aurons rejoint Marie-Ange Philippe et Marcel Petrichoul. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Ange. Oui. Potemake. Oui. C'est le film que vous allez aborder. Oui. Avant Avant. ou après Marcel. Marcel, on va parler de BD. En même temps, on ne veut pas. Le pouvoir des innocents, très cher ami. L'intégrale, 5 tomes, c'est chez Delcourt. Alors nous sommes à New York, hein, c'est une BD qui était en 92, écrite en 92. Nous sommes à New York, fin du début 97, en 97, élection municipale entre un démocrate. Élection municipale à New York. À New York, oui. Nous sommes en pleine campagne électorale. Et justement, en pleine campagne électorale, la ville connaît une flambée de violence comme elle n'en a jamais connue. Ça part du Bronx, ça va jusqu'aux cimes des buildings de Manhattan. Tous les quartiers sont touchés, aucun n'est épargné. Et on voit cette violence progresser vraiment quartier par quartier. Alors on se demande à qui profitent ces crimes qui sont commis par des gangs sanguinaires. Qui sont ces citoyens qui deviennent des vigiles meurtriers? On est vraiment en pleine bataille pour la conquête du pouvoir. C'est à l'heure où la sécurité se joue. C'est le pouvoir. C'est la sécurité qui va être la clé du pouvoir. On se demande qui manipule qui. Et puis voilà, les Américains vont être vraiment pris d'angoisse. Et surtout un Américain, Logan, qui est un ex-sergent, qui était au Vietnam. Ça fait 20 ans qu'il est hanté par des cauchemars, par les morts qui ont jalonné son histoire au Vietnam. Et peut-être qu'à son insu, il tient la clé de ce complot, de cette manipulation, de cette machination. Je dis manipulation parce qu'on n'est plus dans la com politique, dans ce thriller, on est dans la manipulation politique. C'est peut-être la prochaine étape, qui sait? On est déjà. On est déjà... Peut-être un peu commencé. Ça fait commencer. Franchement, les personnages sont hyper complexes, hyper attachants. C'est très très bien documenté. Je le redis, une BD qui était en 92 et elle est d'une actualité brûlante. Franchement, vous allez voir les expressions du visage que nous donne le dessinateur. Il fait tout passer dans les expressions. C'est excellent. C'est une BD cultissime, franchement, qui mêle avec intelligence, vengeance, mafia et je le redis, manipulation politique sur fond d'élection à la mairie de New York. Alors, vous m'avez fait l'amitié de me passer la bande dessinée il y a quelques jours. Et ce qui est très intéressant dans la bande dessinée que nous propose Marcel, c'est que ça joue sur deux niveaux. Il y a le sentiment, parce que ça joue aussi cela, comme on a connu avec Chirac et Jospin en 2000-2002, le sentiment d'insécurité. Vous savez, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue. Elle date de 93 de la bande dessinée. Sentiment d'insécurité. Et ils jouent beaucoup sur cela, les scénaristes. Et c'est très intéressant d'un point de vue de la communication et évidemment, par glissement, de la manipulation. Et on voit, il y a des conseillers qui expliquent aussi qu'il faut appuyer sur ce sentiment-là, et sentiment qui, c'est terrible, va devenir une réalité quelques temps plus tard. Quelques mots, on va insister un peu sur le dessin, vous le faites souvent. J'aimerais que vous nous donniez quelques clés de compréhension. Très fin, très précis, très net, parfois un petit peu torturé. Je mettrai un petit bémol sur les couleurs un peu trop criardes à mon goût, par certains moments. On voit, par exemple, sur cette planche-là que l'on voit, je ne sais pas si vous l'avez, que l'on voit à l'image. Ça joue sur deux... voilà. Ça, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passe avant. C'est les crayonnés. Voilà. Je travaille avant la mise en couleur. Mais franchement, il faut revenir sur l'expression des visages. C'est ça. Magnifique. Et sur le découpage, très cinématographique, chaque case a sa place et son rôle. Rien n'est superflu dans cette bande dessinée. Le pouvoir des innocents aux éditions Delcourt, fortement recommandé par le libraire de Pendant le 20h, Marcel Petrichoul. Et là, nous passons à un très grand film. Un très grand film. J'ai tellement été heureux que vous programmiez ce film que j'ai failli vous lancer avant notre ami Marcel. Ah ben, vous voyez, mais il ne faut pas aller trop vite dans la vie. Non, c'est vrai. Comme pour les élections, d'ailleurs. Potemake. Oui, un film de 1972, avec Robert Redford. Le spectre de Kennedy plane toujours un peu. Et d'ailleurs, on a l'impression d'avoir affaire à lui dans la stature, dans la coiffure et tout. Donc, on reste aux États-Unis, on est en Californie, les élections sénatoriales. Un adversaire redoutable, Jarmon, contre qui on ne trouve pas de candidat. Alors, il y a une espèce de directeur de campagne, en fait, qui recrute un jeune homme qui est le fils d'un ancien politique. Il recrute à la fois pour son physique et pour son intégrité.
Alors, le deal, c'est que, donc, ce monsieur s'appelle Mackay. Le deal, c'est, le directeur de campagne lui dit, voilà, je te laisse faire ta campagne. En échange, par contre, tu te présentes obligatoirement. Mackay est d'accord, il s'est dit, bon, super, comme c'est quelqu'un qui a des convictions, je vais pouvoir faire passer un message. Mais il se prend vite au jeu et n'assumant pas d'être un peu ridiculisé face à Germon, il rentre en campagne, il rentre dans ses stratagèmes de communication, il essaye tout de même d'imposer certaines thématiques sociales et on va voir un extrait de bande-annonce qui est assez parlant. Don't tell me what I know. Don't make me. Will you put that damn phone down and let's get this straight? I want to know what the hell this campaign is. Okay, now for starters, we got to cut your hair and 86 the sideburns. All right, let's go. I wonder if anybody understood what I was trying to do. Don't worry, son. It won't make any difference. But increasingly in this country, candidates are merging the two, selling themselves like an underarm deodorant in commercials just long enough to pound in some mindless slogan that cheapens candidate and voter alike. Vous disiez, Anne Vous disiez dans off pendant le... Je disais qu'il était très beau. Voilà, ben, ça y fait, regardez Gilles Simeone. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à l'œuvre vraiment un espèce de processus d'altération presque inévitable où la communication prend le pas sur les idées, où l'approximation prend le pas sur la précision. Et c'est super, c'est un film très intéressant parce que ça dépeint vraiment la conquête du pouvoir, le côté galvanisant, mais aussi la perte de toute innocence au profit d'une campagne qui devient presque vide de sens. Et il y a une scène à un moment donné où on voit Mackay pris de fou rire pendant une émission de télé, je crois, parce qu'à force de répéter les mêmes choses, les mêmes phrases, il sent bien que ça finit par être complètement dénué de sens et qu'il n'arrive pas à faire passer de messages parce qu'il n'y croit même plus lui-même. Les éléments de langage, Jérôme, à force de répéter au quotidien, régulièrement, ça vide de sens le message politique. Même avec tes Ça enfants, dépend des regarde. éléments de Prends langage. tes enfants, regarde. Non, mais ça dépend des éléments de langage initiaux. Parce qu'en communication, on tape sur un clou. Donc on ne change pas les messages qu'on a à faire passer. La question, c'est est-ce qu'on a des messages qui sont fondés ou pas. Mais c'est ça la vraie question. Il y a aussi tous les spin doctors, tous les gens qui sont Oui, mais- autour. Les Mad Men de, C'est de, qu'est-ce de qu'on- New York, de- de New York. c'est qu'est-ce Ah ouais, qu'on vend de New derrière. York dans les années 60, Ah en ouais, effet. travailler dans- Oui, bien sûr. Mais c'est le message. C'est pas le message qui pose problème. C'est le contenu du message, en fait. Oui, c'est C'est ce que dit le film. Hein. Ce qui est très intéressant sur le film, vous l'avez dit, Marie-Ange, c'est que au départ, c'est un idéal, c'est un véritable idéal, hein, le Robert Redford, Oui, Mackay tout à fait, en l'occurrence. ouais. Et on voit au fur et à mesure que le film se déroule, au fur et à mesure donc que la campagne avance, et qu'il est prêt à gagner, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il sent peut-être que la victoire est au bout. Et là, ça devient un véritable outil de marketing politique. C'est ça, il se vend. Et puis il y a un côté, il y a l'ego aussi. Il ne supporte pas perdre la face à Germon, qui est pour le coup, lui, quelqu'un qui est un politicien vraiment au sens péjoratif du terme. Et du coup, il est pris dans cette conquête en fait du pouvoir et il se perd lui-même. On va rappeler hein, dans ces années-là, les années 70 aux États-Unis, le cinéma contestataire, cinéma extrêmement politique de décryptage de la société. Il y avait, vous le disiez Anne aussi, hein, le Les Hommes du Président. formidable Les Hommes du Président, avec déjà Robert Redford et Dustin Hoffman. Sur le travail journalistique, comme quoi, vous voyez, la boucle est bouclée. Et le suffixe Gate, Penelope Gate, ça vient de là. Bravo. Ah oui, ça vient de là. Bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui s'est passé après Watergate, Ouais, Watergate, c'est l'Iron Gate, voilà, c'est etc. tout, etc. Vous disiez Donc tout finit par Gate. Et voilà. Donc cette émission se terminera avec voilà exactement par Gate. Merci à vous quatre. Merci d'avoir porté votre regard d'esprit critique sur la thématique. Merci d'avoir débattu. Anne, ce fut une première, ce fut un plaisir, j'espère. Merci, partagez. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h. Merci.